Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour l'épisode de cette semaine. Épisode qui est un épisode que vous m'avez demandé à propos des relations toxiques. Étant donné que ce n'est pas une de mes spécialités, j'ai pris le temps de trouver la bonne personne avec qui en parler. Et je suis très heureuse de vous présenter Catherine Tardella, que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux. Elle est psychologue, psychothérapeute. Elle travaille dans un cabinet libéral à Lyon. Elle est spécialisée en trauma. Elle maîtrise la technique de l'EMDR. Elle a aussi une spécialisation en analyse transactionnelle. Tout ça, on va vous en parler dans cet épisode. Vous inquiétez pas. Elle a aussi un super compte Instagram où tous les jours, elle répond à des questions. Ses posts sont de qualité. Vraiment, c'est un compte que je vous invite à aller suivre tout de suite, immédiatement. Elle a aussi un atelier en ligne qui est de comprendre et se débarrasser de son héritage familial et un deuxième atelier qui va arriver fin janvier justement sur les relations toxiques. Elle a aussi coécrit un livre sur l'analyse transactionnelle. Je l'ai découvert durant cet épisode, comme vous allez sûrement vous en rendre compte. Bref, c'est une femme qui est riche d'expérience, de connaissances et j'espère que vous allez vous éclater à l'écouter autant que moi je me suis éclatée à enregistrer ce podcast. Mais avant que je lance, je voulais juste vous rappeler que le meilleur moyen de soutenir cette chaîne, c'est de mettre un commentaire et une évaluation sur Apple Podcast. Alors je sais, il n'y a pas tout le monde qui a Apple Podcast. Par contre, je suis à peu près sûre qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a un iPhone. L'idée, c'est, si ça vous intéresse, d'avoir soit 30% de rabais sur le programme d'auto-coaching ou bien une séance de porte-analogie gratuite, de prendre un iPhone, ouvrir l'application Apple Podcast, trouver la chaîne, mettre une évaluation et un commentaire. Ça vous prend quelques minutes. Et moi, toutes les semaines, je choisis mon commentaire préféré de la semaine, je le lis à haute voix et la personne qui est l'autrice de ce commentaire se voit offrir justement 30% de rabais sur le programme d'auto-coaching ou bien une séance de porte-analogie entièrement offerte. D'ailleurs, cette semaine, c'est le commentaire de Zouya31. Ce podcast me donne le sourire, les sujets sont intéressants et sa manière d'aborder nous fait penser d'une façon fraîche et innovative. Je conseille fortement. Merci infiniment Zouya31, tu n'as plus qu'à prendre une capture d'écran, me l'envoyer soit sur Instagram, soit par email et on s'arrange entre nous pour ton cadeau. Alors sans plus attendre, maintenant je vous invite à vous installer confortablement, à ouvrir grand votre cœur et vos oreilles, peut-être même à prendre un petit calepin pour prendre des notes parce qu'il y a beaucoup d'informations et c'est parti. Hello Catherine, merci infiniment d'être ici, d'avoir pris ton temps. Tu nous parles depuis Lyon, hein, c'est ça, tu es à Lyon? Ouais, tout à fait. Pas si loin de toi, finalement. Non, on est presque voisines, presque voisines. Alors, aujourd'hui, on va parler des relations toxiques. Et j'avais une première question pour toi, parce que la raison pour laquelle je t'ai fait venir, c'est que tu as une autre approche, en fait, de la psychologie. Tu es psychothérapeute. Et je voulais savoir si déjà, pour toi, le terme relation toxique, il a sa place en fait en psychothérapie ou bien est-ce que c'est un terme qui a été tellement popularisé qu'en réalité en fait il cache différents types de dynamiques, différents profils à l'arrière. C'était une grande question, tu peux la prendre comme tu veux. Alors, je dirais que c'est les deux. C'est-à-dire que pour moi, ça existe vraiment les relations toxiques. C'est-à-dire que ce sont des relations qui nous font mal, dans lesquelles on n'est pas bien, dans lesquelles parfois on va être brutalisé affectivement, voire physiquement dans certains cas. Et il y a différents degrés de relations toxiques, mais pour moi, ça existe vraiment. Après, c'est vrai que depuis qu'on parle de perversion narcissique, c'est un terme qui est devenu très populaire et ça m'arrive très souvent d'avoir des gens qui viennent, alors soit sur mes réseaux sociaux, puisque je suis active sur Instagram, soit même au cabinet, en me disant voilà, telle personne autour de moi est une personne toxique, comment je m'y prends. Donc voilà, ça c'est des choses peut-être qu'on va développer un petit peu tout à l'heure, mais c'est à la fois quelque chose qui est devenu
un peu trop, exagéré, je dirais. Ouais. Mais néanmoins, je trouve quand même que c'est une bonne chose que ce soit popularisé parce que du coup, ça a aussi sensibilisé les gens sur le fait que ça pouvait exister et ben, surtout, ce qui est chouette, c'est qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça. Donc, je dirais que oui, ça existe. Et après, par contre, là, comme tu l'as dit, je pense que ça recouvre différentes réalités qui sont à différencier, qui ne sont pas toujours pareilles selon les personnes. Du coup, on a vraiment l'avantage d'avoir l'ouverture qui se crée là-dessus, la sensibilisation, comme tu l'as très bien dit. Et le désavantage, entre guillemets, serait que par lacune aussi d'autres connaissances, parce que c'est là aussi, c'est à un moment donné, on devient expert sur un aspect, mais on a peut-être des lacunes sur les autres aspects. Ben là, l'avantage, c'est d'aller voir quelqu'un qui peut aussi un petit peu peut-être identifier d'autres types de dynamiques. Toi, tu fais l'analyse transactionnelle. D'ailleurs, est-ce que tu arrives à juste expliquer, je vais complètement off-script, mais l'analyse transactionnelle, moi, je l'ai étudiée aussi un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Comment tu arrives à la définir? Je te mets vraiment sur le feu, là, je suis désolée. Mais... Si j'ai quelques secondes seulement, je dirais que l'analyse transactionnelle, ça veut dire analyse des transactions. Ouais. Les transactions, c'est les échanges qu'on a les uns avec les autres. Donc, en fait, l'analyse transactionnelle, c'est une approche de psychothérapie qui s'intéresse beaucoup à la relation et en fonction de la manière dont on est en relation, comment on rentre en relation, comment on continue la relation, la communication qu'on a dans ces relations, en analysant ça, en fait, on va apprendre plein de choses sur nous-mêmes. Donc, moi, je trouve que c'est une super approche pour faire de la thérapie de couple, par exemple. J'ai beaucoup de collègues qui font des thérapies de groupe, parce que l'analyse transactionnelle, du coup, dans le groupe, il y a plein de transactions qui se passent. Mais aussi en thérapie individuelle, en fait, moi, je vais utiliser ce que je vois et ce que j'observe et ce que je décrypte avec mon patient. Je partage à mon patient ce que je décrypte de ce qui se passe, de comment il se met en relation avec moi, pour l'aider à comprendre son fonctionnement et puis bien sûr après à le changer parce que s'il vient c'est qu'il cherche à changer des choses. Voilà, si j'ai quelques secondes, c'est ça que je dirais. Non, on peut prendre encore même quelques minutes parce qu'il me semble que c'est pas peut-être si stupide de parler de ça pour ensuite après rejoindre sur dans les relations toxiques et aussi comment l'un doit se positionner. Tu me dis si je suis complètement à côté. Non, mais c'est ça, c'est que finalement, ça nous permet de voir comment on se positionne dans une relation, de quoi on a peur dans la relation et que du coup, de manière inconsciente, on va se défendre. On va peut-être parfois devenir agressif parce qu'on a peur, justement, et on ne s'en rend pas compte. Et donc, l'analyse transactionnelle va aussi nous permettre de voir comment on s'est positionné avec telle ou telle personne. Est-ce qu'il y a des types de personnes qu'on recherche? Ça, c'est le concept de jeu psychologique qui peut nous aider aussi à ça, c'est-à-dire qu'on va avoir des scènes ou des séquences répétitives avec des types de personnes différentes. Et quand on peut voir ça en analyse transactionnelle, c'est très précieux. L'idée n'est pas de se culpabiliser en disant je fais pas comme il faut. On s'en fiche, on n'est pas là pour juger. Quand on traite ça, c'est juste on cherche des informations. Et parfois on va se dire ah oui, en fait avec plusieurs personnes, je me suis trouvée dans cette situation-là. Les douleurs ou les choses difficiles que j'ai vues dans cette relation, que j'ai senties dans cette relation, en fait c'était toujours les mêmes. Et du coup, ça va être très intéressant pour qu'on puisse décrypter, comprendre comment ça s'est mis en place, puis ensuite trouver des options, parce qu'en analyse transactionnelle, justement, on a des options possibles pour pouvoir sortir de là, bien sûr. C'est ça le but. L'analyse transactionnelle, comme moi, je l'ai abordée à 2 reprises, et dans la formation de coaching et au niveau de la psychologie du travail. Parce que justement, dans les entreprises, on a beaucoup de dynamiques qui sont cristallisées souvent autour parents-enfants. Il y a des trucs classiques, tout le monde croit qu'ils sont en mode adulte, mais en fait, quand tu creuses un petit peu, il y a certaines nuances qui sont intéressantes en fait, à faire émerger. Et puis après aussi au coaching, parce que justement, le but étant que le coach se trouve le plus régulièrement possible en posture d'adulte et qu'il ait conscience quand il va peut-être basculer en enfant libre pour aller taquiner ou bien qu'il doit aller recadrer après en parent normatif. Enfin, c'était une manière de juste peut-être conscientiser la dynamique et comment elle peut fluctuer, puis qu'est-ce que ça peut créer chez l'autre. Et je dirais qu'en développement personnel, mais tu me corriges si je me trompe, parce que à nouveau, je ne suis pas experte là-dedans, mais dans le développement personnel, un petit aspect de l'analyse transactionnelle qu'on a retrouvé beaucoup, c'est ce fameux triangle dramatique. Tout à fait. Donc ça, c'est le triangle dramatique, c'est un des 2 modèles des jeux psychologiques. On appelle les jeux psychologiques des jeux, non pas parce qu'on s'amuse, parce qu'en fait, ça se passe pas bien, mais des jeux parce qu'il y a des règles, comme dans un jeu de société. Tu as des règles, tu sais comment tu peux gagner et comment tu peux perdre. Alors, sauf que dans un jeu psychologique, il n'y a que des perdants, tout le monde est perdant, mais c'est pour ça qu'il a appelé ça jeu, parce que tu connais à l'avance le type de règles. Simplement, elles sont inconscientes.
Donc, effectivement, les jeux psychologiques, c'est vraiment un super outil pour travailler autour des relations toxiques qui nous font mal. Et donc, il y a deux modèles. Il y a un modèle qui explique comment il se déroule, et puis il y a un modèle qui est avec les 3 rôles, donc qui est le triangle de Karpman, qui est un des disciples de Berne. Hein. Berne, c'était celui qui a créé l'analyse transactionnelle. Et Karpman était un gars qui bossait avec lui, qui est toujours vivant d'ailleurs. Il a écrit un bouquin il y a 3 ans sur les triangles dramatiques. Okay. Et donc, il a modélisé d'une autre manière en disant, oui, OK, il y a cette chronologie-là, voilà comment on s'y prend pour mettre en place les jeux psychologiques et puis aller jusqu'au bout. Mais aussi, à l'intérieur de cette chronologie, on a 3 rôles différents qu'on va prendre. Alors, il en avait cherché, il a mis du temps à trouver ces 3 rôles. Au début, il y en avait peut-être plus, etc. Mais finalement, il s'est dit, il y a vraiment cette sensation qu'il y a 3 grands rôles principaux. Et donc, après, il en a fait toute une théorie. Il y a un bouquin, moi, que j'ai trouvé super bien, qu'il a sorti il y a 3 ans. Ouais. D'ailleurs, qui s'appelle le triangle dramatique, je crois. Alors, il est assez technique, hein, si on ne connaît pas du tout la psychologie ou le développement personnel, je ne le conseille pas nécessairement. Mais pour les personnes qui sont déjà un peu dans la partie, il est vraiment super intéressant et il offre plein de pistes de réflexion. Je vous mettrai tout ça en note de podcast. Vous inquiétez pas. Installez-vous confortablement, puis juste laissez-vous porter par notre dynamique, parce que Catherine, on aime parler, puis on part un petit peu dans tous les sens. C'est un truc qui arrive, mais ça en vaut tellement la peine. Mais justement, tu parlais, en fait, on en a parlé aussi un petit peu avant, de l'importance de nuancer relations toxiques et personnalité toxique. Donc, si là, on fait le lien avec tout ce qu'on vient juste de dire, comment est-ce qu'on peut positionner un petit peu les choses? Alors, la relation toxique, c'est quelque chose qui implique 2 personnes. Ouais. J'aime bien dire de manière, alors c'est très arbitraire bien sûr, parce que ça ne se mesure pas, mais j'aime bien dire à mes patients, quand on est dans une relation, on est impliqué nous aussi, et donc en gros, on a 50-50 de responsabilité. Alors ça, les gens souvent n'aiment pas bien qu'on leur dise ça, parce qu'ils ont l'impression qu'on les accuse d'être… Alors, c'est pas une accusation, c'est simplement que si vraiment vous avez face à vous une personnalité toxique, ça veut dire quelqu'un qui va être mauvais pour tout le monde. Oui. Alors, il n'y a pas d'autre option que partir. C'est ça. Ça, c'est vraiment… c'est peut-être ce qu'on peut appeler la perversion narcissique. Ce sont des personnes qui sont comme ils sont pour X raisons. Parfois, c'est lié à des choses traumatiques. Mais ce sont des personnes qui, comme elles ont une haute estime d'eux-mêmes et qui ont besoin de manipuler les autres pour se sentir bien, nous, on ne les voit pas en thérapie. Donc, c'est très difficile à traiter ces personnes-là. Donc, globalement, ça va être assez rare que ces gens-là vont changer. Si vous êtes persuadé d'être face à une personnalité toxique, alors il faut partir. Là, les gens me disent, oui, mais attends, c'est pas si simple que ça. Bah oui, c'est justement pour ça qu'il y a besoin d'un accompagnement. C'est ça. On n'est pas en train de parler d'un truc facile et puis en écoutant ce podcast, vous allez tout d'un coup avoir toutes les clés, puis vous allez pouvoir faire un truc. Personnalité toxique est égale. Faut fuir, mais j'ai besoin de soutien parce que même dans le processus de le faire, la personne elle aura mis tellement en place de jeux, de subtilité, de nuances qu'il y aura des moments où vous allez complètement douter, etc. C'est une transition. Là, tu as besoin d'une équipe, d'un team, que ce soit une personne qui va être à côté et qui est juste pour te soutenir, ou un référent, quelqu'un qui peut t'ancrer, te stabiliser, etc. Mais c'est un processus. Hein. Se délier d'une personnalité toxique, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain parce que tout d'un coup, il y avait la pleine lune et puis je sais pas. C'est très difficile de sortir de ça. Donc, c'est important de se faire aider, mais néanmoins, il n'y a pas vraiment d'autre option que de partir. C'est ça. Si on est en revanche dans une relation toxique, en général, on ne parle pas d'une relation qui est violente. Ça dépend où est-ce qu'on met le curseur, mais disons que ça ne va pas être quelqu'un de forcément très violent, mais la relation, par contre, elle fait mal. On n'est pas bien dans la relation. Ouais. Et là, c'est là que souvent, on a, nous aussi, une part. Alors moi, je dis toujours, voilà, 50-50, parce que ça illustre bien, mais en fait, ça pourrait être… c'est un peu arbitraire de dire 50-50, mais en tout cas, on a une responsabilité aussi, nous, ne serait-ce que éventuellement d'accepter la situation. Ouais. Et contrairement à ce que parfois les gens pensent, mais en fait, c'est une super nouvelle, ça. Parce que si j'ai une responsabilité, alors je peux agir. Parce que si j'ai 0% de responsabilité, je ne peux rien faire, parce qu'on ne peut jamais forcer quelqu'un à changer. Et surtout s'il est dans un trouble de la personnalité narcissique, c'est ça le vrai terme technique, hein, c'est le trouble de la personnalité narcissique, cette personne-là, pour la faire changer, ça va être quasiment mission impossible. Si en revanche, je me dis, bon, en fait, c'est la relation qu'on a construite ensemble qui est toxique. Cette personne, elle n'est pas toxique pour tout le monde. Moi, je ne suis pas toxique pour tout le monde. Mais nous, ce qu'on a créé, ça ne va pas. Ça arrive régulièrement dans des couples. Après plusieurs années de vie, des choses se sont installées. Et ce ne sont pas des gens qui sont toxiques en eux-mêmes. Mais ils ont créé un mode de fonctionnement ensemble
ça va pas. Et alors là, c'est une super nouvelle parce que, alors c'est une super nouvelle, ça fait mal, hein, on est d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, si je peux avoir une responsabilité, comme je peux agir sur moi-même et comme je peux changer, alors au lieu de donner le pouvoir à l'extérieur, le pouvoir, je le reprends, quoi. Et donc Voilà. ça, c'est là qu'on peut agir sur les relations toxiques. Et je suis en train de construire en ce moment un atelier en ligne à ce sujet qui va sortir fin janvier. Et justement, voilà, j'explique tout ça, c'est-à-dire comment on fait pour décrypter notre responsabilité là-dedans, parce qu'il ne faut pas tout prendre non plus. J'ai des patients qui passent de soit c'est complètement l'autre qui est toxique, alors ça fonctionne pas, ou alors il faut partir, si c'est vraiment le cas, soit c'est complètement moi et en plus je me charge et je me dis que je suis nulle, etc. Donc il n'y a aucun des deux qui est vrai, en fait, on se trouve quelque part entre les deux. Voilà. Et je vais expliquer dans cet atelier comment on fait pour se rendre compte de quelle est notre part, quelle est la part de l'autre, et après sur notre part à nous, on va pouvoir faire des choses pour modifier ça. Cette notion de co-responsabilité que j'ai illustrée à travers la métaphore de la clé et la serrure, qui illustre vraiment aussi le côté qu'à un moment donné, c'est un système qui s'enclenche, qui s'imbrique, et puis c'est comme si les deux entités, ou les deux personnes, elles vont se cristalliser autour d'une seule manière de communiquer, d'agir avec des attentes très spécifiques, souvent qui sont inconscientes, une déresponsabilisation sur certains aspects, mais après une responsabilisation sur d'autres aspects. Et c'est là où tout d'un coup, à un moment donné, on a la relation toxique qui s'imbrique. Ce n'est en aucun cas de dire « Ah, la relation était toxique parce que tu es comme ça », c'est trop accusateur. Ou voir, j'entends le contraire aussi. C'est toxique parce que je suis toxique. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant « je suis quelqu'un de toxique ». Alors, ok, je prends en compte, je regarde un petit peu les critères diagnostiques et en général, je vais dire aux gens « non, c'est pas le cas, vous n'êtes pas toxique ». Mais avec cette personne-là, vous avez créé quelque chose qui vous fait du mal. Voilà. Et justement, quelles sont les possibilités pour se décristalliser de cette création ou co-création qui fait que l'un et l'autre ne s'épanouissent pas dans la relation? Alors, je pense que déjà, la première chose, c'est d'en prendre conscience parce que, en tout cas en analyse transactionnelle, nous, on considère que les jeux psychologiques, donc les relations qui nous font du mal qu'on a créées, elles sont inconscientes. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça exprès. On ne s'est pas juste dit, tiens, allez, si j'allais manipuler machin pour me sentir mieux parce que, je sais pas, je me sens pas bien dans ma vie. Bien sûr, ça se passe pas comme ça. Ou alors, effectivement, on est quelqu'un de toxique. Parce que dans les jeux de pouvoir, qui sont les jeux avec les personnalités toxiques, là, il y a quelque chose d'une volonté. Ouais. Même si derrière, on peut trouver une raison, peut-être qu'il y a des traumatismes, peut-être quelqu'un qui a une carence narcissique, quelles que soient les raisons. Je veux dire, là, il y a une volonté. Donc, c'est très différent. Et c'est là qu'il vaut mieux partir parce qu'il n'y aura pas grand-chose à faire. Mais dans les jeux psychologiques, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'on va soit répéter des modèles qu'on a eus, peut-être que nos parents fonctionnaient comme ça, ou les personnes qui s'occupaient de nous. Peut-être que dans les relations qu'on a eues, nous, enfants, avec certaines personnes, avec le cerveau qui n'était pas finalement terminé de construire, on a déduit des choses comme ça. Donc, c'est engrammé à l'intérieur de nos connexions cérébrales, mais on ne se dit pas volontairement, je vais aller faire du mal à l'autre ou je vais me faire du mal. Ouais. Donc, déjà, en prendre conscience, c'est vachement important et c'est pas si simple. C'est pas si simple. Non. Donc, c'est toute une étape par rapport à ça. Et puis ensuite, une fois qu'on a conscience de la manière dont on se positionne face à l'autre, là où on a des points faibles, par exemple des complexes sur nous-mêmes, et donc l'autre, quand il va nous en parler, on va croire que c'est vrai. Oui. Voilà. Donc, une fois qu'on va pouvoir identifier tout ça, on va pouvoir commencer à répondre autrement, se positionner autrement, dire les choses qu'on ne disait pas jusqu'à présent à l'autre, parce que il y a des messages cachés dans les jeux psychologiques. On fait passer des messages sans les dire. Oui, avec oui, des mots. Mais nous-mêmes, on n'en a pas conscience. Donc déjà, il va falloir prendre conscience de tout ça. C'est déjà un gros boulot. Puis après, déjà, quand on a conscience de ça, en fait, on va repérer quand ces comportements-là, on les a, ou ces pensées-là, ou ces sensations-là. Et là, tout à coup, régulièrement, déjà, même si on ne sait pas comment on va réagir, au moins on va s'arrêter. Oui. Dès qu'on n'est plus dans l'escalade. Oui. On n'est plus dans la réaction immédiate et instinctive, il y a une conscientisation et après de là, en fait, ça se construit. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui prend le temps de se construire, de s'imbriquer, mais on peut changer cette dynamique. C'est-à-dire, si on a l'habitude, moi j'ai beaucoup de gens qui viennent... me parler aussi sur les réseaux sociaux qui disent, qui connaissent en fait justement ce fameux triangle dramatique et qui se positionnent toujours en victime.
elles en ont On conscience. précise qu'on aime bien. Hein? On aime bien la victime ou le sauveur, on n'aime pas trop le persécuteur. Malheureusement, on est régulièrement persécuteur aussi. Aussi. Après, moi, j'en ai beaucoup dans le cadre du programme d'auto-coaching en ligne que je fais parce qu'à un moment donné, j'aborde juste ce triangle. Voilà, juste un petit peu pour expliquer. Tout d'un coup, se rendre compte, ah ouais, des fois, j'ai tendance aussi à un petit peu casser, à piquer, qui sont quand elles ont une double transaction cachée, que des fois, elles disent, oui, mais j'ai dit ça. Mais en fait, derrière, elles sont en train de piquer. C'est ce qu'on appelle aussi un peu une agressivité passive. Enfin, c'est très intéressant. En tout cas, moi, je vous conseille d'aller lire les différents ouvrages qu'on vous mettra en fait en note de podcast sur cette analyse transactionnelle parce que c'est assez... Ah bah, il y a mon bouquin, si vous voulez. Ah, t'as un bouquin là-dessus? Bah, en fait, avec un collègue, on a fait un bouquin collectif. En fait, on a co-dirigé un bouquin collectif où on est 13 psy et coach à décrire comment on utilise l'analyse transactionnelle dans notre pratique, dans nos cabinets. Ok, go. On va mettre tout ça. Oui, absolument. Puis moi aussi, je vais le commander du coup. Ouais. Alors, je rebondis sur quelque chose que tu as dit avant par rapport au fait que chacun a son histoire, et puis dans l'histoire de chacun, il peut y avoir des événements qui font qu'on va se développer d'une certaine manière. La question là, c'est comment savoir si c'est la relation qui est toxique, ce qu'on a co-créé ensemble, ou bien si c'est la personne, ou si soi-même on est toxique. Moi, je pense que quand on est à l'intérieur de la relation, on ne peut pas vraiment savoir. Et même nous, à l'extérieur, en tant que professionnels, comme je disais tout à l'heure, les personnalités qui ont un trouble narcissique, ils viennent pas vraiment en thérapie. Donc, c'est pas si simple à diagnostiquer, même pour nous, parce que du coup, on va diagnostiquer à travers un patient, à travers quelqu'un. Les études, du coup, elles sont pas si simples que ça. C'est pas forcément des gens qui vont dire bonjour, je suis pervers narcissique et je viens me prêter à une recherche par rapport à ça, évidemment. Donc, c'est pas quelque chose qui est évident. Donc, je pense pas que ce soit si clair que ça, la frontière entre les deux. Pour moi, la frontière, c'est à quel point je souffre. Déjà, s'il y a des violences physiques, on s'en va. Enfin, ou en tout cas, on a en tête que ce sera ça l'objectif. Les violences psychologiques, comme on n'est pas sensible de la même manière, le terme de violence ne va pas se situer au même endroit en fonction de nos fragilités, en fonction de parfois, on se charge beaucoup et on va accepter beaucoup de choses que d'autres à côté n'accepteraient pas. Donc, moi, ce que je dis à mes patients, c'est vraiment en fonction de votre souffrance. Si vraiment vous souffrez trop, même si c'était une relation toxique, parfois une relation toxique, on n'arrive pas à la réparer. Donc, le travail va être quand même d'abord de partir. Ouais. Et ça m'est arrivé, moi, de voir des patients pour qui je m'inquiétais et de sortir un petit peu de ce rôle de thérapeute qui aide les personnes à prendre leurs propres décisions. Et ça m'est arrivé de dire, là, je suis inquiète pour vous. Oh, mais donc, ça, c'est même vital à un moment donné. Parce que parfois, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'accepter des choses qui sont pas acceptables parce que peut-être leur histoire fait que, de toute façon, on leur a fait croire que d'accepter tout ça, c'était normal. Oui. Et nous, en tant que professionnels, on voit un peu les florilèges de gens et donc on dit non, mais ça, c'est pas normal. Enfin, c'est pas acceptable, ça. Donc, ça va être plutôt nous, à l'extérieur, qui allons dire ça. Et je dirais pour les personnes qui ne sont pas en consultation avec un professionnel, c'est le niveau de souffrance. À bout d'un moment, quand on souffre trop, qu'est-ce qui ferait qu'on resterait dans une relation qui nous fait trop souffrir? Moi, je vois des couples qui viennent en thérapie, même si moi, je me dis, OK, ce serait réparable. Oui, mais là, en fait, il y a tellement d'années qu'ils sont dans cette situation. Ils en souffrent tellement. La frontière entre est-ce que ça vaut le coup de travailler ça? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça prend du temps de sortir d'une relation toxique quand même. Ça ne se fait pas en 3 séances de thérapie. Donc, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps là-dessus? Ou est-ce que ça vaut plus le coup de se dire, OK, on va se séparer, tant pis pour cette relation. Et puis ensuite, chacun de notre côté, on va se réparer pour ne pas reproduire ça plus tard. Voilà. Et quitte à, une fois que les deux ont refait leur réparation, leur guérison, ou qu'ils ont été mettre des mots sur ce qu'il fallait, souvent en fait dans les relations de couple, ce que moi j'ai pu voir, c'est qu'il y avait beaucoup d'attentes, d'insatisfaction, de frustration accumulées pendant... Des années, ouais. Des années. Les couples où il y a eu des enfants, pendant les 10 premières années, ils ont fait ce que beaucoup de parents font, c'est on y va. Puis tout d'un coup, hop, les enfants sont plus grands, il y a plus d'espace, il y a plus de temps un petit peu aussi pour revenir en réflexion, puis on se rend compte de tout ce qu'on a accumulé derrière et qu'à un moment donné, effectivement, moi je te rejoins là-dessus, c'est que parfois la séparation vaut la peine dans le sens que les deux personnes peuvent aller se retrouver, se reconstruire, ressourcer ce qu'elles ont besoin de ressourcer et après elles se revoient et elles se retrouvent.
C'est tellement important, c'est tellement important. C'est ce que moi j'ai aussi appelé l'indépendance émotionnelle, c'est ce que j'ai dit aussi dans le podcast à un moment donné. On est responsable de notre propre bonheur. Je suis en train de dévier, mais je trouve que c'est aussi un message qui est très très important à faire passer. C'est que parfois, quand on est dans un couple, c'est un exercice difficile, hein, et ben, à un moment donné, on oublie qu'on est responsable d'aller, comment dire, remplir nos besoins. C'est pas à l'autre de nous rendre heureux. C'est pas à l'autre de nous, voilà, on vit quelque chose ensemble, on co-crée ensemble, mais c'est pas à l'autre de... Mais ça, c'est le rôle de victime dans le triangle dramatique. La victime, elle confond sa vulnérabilité avec une incapacité à agir. Ouais. Ça peut être difficile de remplir ses besoins, mais si on commence à se dire, du coup, c'est pas à moi de le faire, je veux que l'autre le fasse pour moi. Ça, c'est le rôle. Alors, et j'insiste sur le rôle, hein, parce que c'est pas tout à fait, je suis une victime dans la vraie vie. On peut être une victime dans la vraie vie, mais on peut aussi ne pas être une victime et prendre un rôle de victime. C'est ça. Voilà. Ça fait pareil. Et aussi, on précise encore plus, si tu es d'accord, parce que moi, je suis une fan de la précision, de mettre des nuances, parce que c'est tellement important. On risque de complexifier le truc, mais on peut avoir différents rôles sociaux dans notre vie. C'est-à-dire que dans certains aspects, pour certaines situations, on peut avoir le rôle de victime. Pour la faire un petit peu drôle, moi, j'ai un rôle de totale victime devant ma vaisselle. Je suis une victime de la vaisselle. Et là, à ce moment-là, c'est la cuisine, le tyran. Et mon sauveur doit être mon mari. Sauf que lui, ça ne l'intéresse pas du tout de venir me sauver là-dedans. Bon, bref. Dans ce sens-là, je mets un petit peu d'humour là-dedans, mais c'est pour montrer à quel point ça peut aussi être... C'est présent partout. Donc, d'avoir un petit peu cette grille de lecture, je la trouve tellement intéressante. Et du coup, je vous encourage à aller lire ces différents livres. Justement, tu as défini que pour définir si c'est la relation qui est toxique, c'est le degré de souffrance perçu par ton ou ta patiente. Alors, pas que, comme je disais, c'est aussi le degré que moi je perçois. Parce que, comme je disais, parfois il y a des gens qui disent, ouais, mais comment je sais dans quelle limite je suis? Si vous avez été habitué à encaisser depuis tout petit ou toute petite, bah, vous allez encaisser trop et vous allez plus vous rendre compte que vous êtes dans un truc qui n'est pas censé être acceptable et qui est en train de vous faire du mal. Donc, c'est aussi, pour les gens qui consultent en tout cas, hein, c'est aussi ma perception aussi à moi parfois. Oui, mais moi je trouve ça normal, tellement important quand on se rend compte que la personne... Parce qu'en fait là, pour que la personne puisse s'en rendre compte, ça suggère qu'elle a des critères de comparaison entre qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et si elle n'a pas pu se construire déjà une grille de lecture de qu'est-ce qui est normal, on va attendre longtemps sa prise de conscience. Hein. D'ailleurs, parfois, c'est l'entourage qui a dit aux gens il faut que tu ailles consulter parce que là, la relation que tu as avec telle personne, ça va pas du tout. Puis les gens, ils arrivent au cabinet, ils disent ben moi, j'en suis pas sûre, qu'est-ce que vous en pensez quoi? Donc l'entourage aussi peut être parfois. Ouais, c'est d'ailleurs une des questions des auditeurs qui a été posée qu'on va répondre à la fin. Là, juste pour finir cette partie un petit peu plus technique, c'est quels sont les signes, on va dire justement, que la relation, elle est toxique. Quels sont les signes? Est-ce qu'il y en a, en fait? Ça va dépendre des personnes. Il y en a qui vont avoir des signes physiques, qui sont malades tout le temps. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte que c'est lié au fait que la relation, ça va pas du tout. Il y a des gens qui deviennent agressifs alors qu'habituellement, ils le sont pas. Ou des gens qui deviennent dépressifs, alors soit au sens pathologique du terme, mais soit sinon au sens un peu je suis déprimé tout le temps. Va avoir des comportements qui durent en fait. Hein. C'est pas juste pendant 5 minutes, là j'ai été déprimée ou ça m'a touché, ou etc. C'est vraiment des comportements où dans la durée, vraiment, on n'est pas bien. Quoi. Et qu'il y a une récurrence. Oui. Ouais. Et je te fais juste une dernière petite parenthèse parce que avant qu'on rentre dans les questions justement des auditeurs, c'est de faire la parallèle avec ce qu'on entend en psycho-énergétique, du fait que l'on a attiré, entre guillemets, la relation toxique. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je dirais oui, mais en énergétique, attirer, avec mon énergie, j'ai attiré une autre énergie. Moi, je suis trop cartésienne pour voir les choses comme ça. C'est plutôt que la manière dont on s'est construit fait que, on a des connexions de neurones qui sont des enchaînements de pensée, émotions et comportements. Et puis, notre cerveau, il construit ces enchaînements parce qu'une fois qu'ils sont construits et qu'ils sont très rapides, ça lui demande beaucoup moins d'énergie de les utiliser.
Ça devient des autoroutes finalement. Ça plus ça plus ça égale ça. Ouais. Et du coup, il utilise ça, même si c'est désagréable pour nous. Oui. Donc, c'est pour ça que la thérapie, c'est un sacré boulot, parce qu'on utilise la plasticité cérébrale pour changer ces connexions-là, mais ça demande une sacrée énergie. C'est pour ça C'est qu'il faut ça. être très motivé, il faut souffrir suffisamment pour faire une thérapie. Je sais ce que je dis, enfin, c'est un peu de la provocation, mais quelque part, moi, je comprends tout à fait, et ça a été mon cas il y a 20 ans. Hein. Il a fallu que j'aille très, très mal pour aller faire ce boulot, parce que c'est difficile, une thérapie. Ouais. Ça peut être intéressant, passionnant, d'accord, mais c'est pas forcément que des moments marrants. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'énergie pour le cerveau de déconnecter ces connexions qui se sont construites dans le passé et de reconnecter autrement. Donc, du coup, on va attirer, entre guillemets, les gens qui correspondent à nos schémas qui existent en nous. Et si notre schéma, c'est j'ai pas de valeur, je suis nul, je suis pas important, bah, effectivement, on va choisir. Alors, je mets des guillemets avec choisir, parce qu'à nouveau, je le redis, c'est inconscient, on le fait pas exprès. Ces connexions-là, elles se sont créées pour que ça devienne des automatismes. Donc, c'est pas quelque chose où on se dit, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Moi, j'appelle ça en fait le biais de familiarité. C'est pas un biais qui a été, reconnu, mais c'est ce côté, comme tu le décris très bien. C'est plus facile pour le cerveau d'aller vers quelque chose qui est connu, qui est familier, parce que si c'est familier, même si c'est désagréable, c'est quand même sécurisant et rassurant. Et il y a ce côté de je vais choisir qu'est-ce qui me rassure, même si c'est désagréable. D'une certaine manière, je ne vois pas parce que je ne peux pas voir parce que mon cerveau est calibré sur une certaine réalité. C'est ça. Et pour aller justement faire tout ce travail d'aller défaire le truc, réajuster, ça demande tellement d'efforts parce qu'on se prend en fait, on se prend en pleine face parfois qu'il y a certaines croyances, certaines choses qu'on se disait mais c'est comme ça que tout d'un coup, ah ben en fait non, ah ben peut-être que c'était pas si juste que ça. Pourtant, beaucoup de ma conception, beaucoup de mon interprétation du monde est posée, c'est articulé autour de ça. Donc, je suis d'accord avec toi, et d'ailleurs, j'aime bien dire aussi aux patients, parce que parfois ils culpabilisent en fait finalement de dire mais mon Dieu, mais je fais comme ça, mais en fait ce que j'ai fait c'était pas bien, etc. C'est pas ça. J'aime bien remettre les choses sous un angle biologique, c'est-à-dire que dans la construction du cerveau, tout simplement, du fait de l'histoire qu'on a eue, ça s'est construit comme ça. Donc, votre cerveau, il utilise c'est comme, je sais pas, les développeurs, ils créent un code pour un logiciel. Une fois que le code, il est créé, c'est celui-là qui va être utilisé. Donc, c'est aussi déculpabilisant, je trouve, parfois, de dire, c'est pas une histoire de faute. C'est la faute de personne. C'est l'environnement qui a été comme ça. Donc, le cerveau s'est construit comme ça. Et donc, le cerveau utilise les connexions qu'il a créées. Et c'est vraiment une énergie, mais pour le coup, biologique, hein, une énergie importante. C'est fatigant pour le cerveau de déconnecter tout ça. Ouais. Et puis ensuite, des fois, je fais des trucs de théâtre à mes patients. Je suis là, oui, les dendrites, là, pour la synapse, elle va se coller comme ça, puis elle est comme ci, comme ça, puis après, ça va se coller à une autre. C'est un peu comme s'il y a deux trains, tu sais, t'as déjà vu les wagons des trains. C'est hyper fort, la connexion. Bah, les neurones, quand ils se sont construits, c'est comme ça, quoi. Donc, t'imagines l'effort qu'il va falloir pour défaire les deux wagons. Et c'est là où les outils comme le MDR, parce que je sais que tu fais ça, et puis l'hypnose, ils sont tellement super parce qu'ils viennent directement travailler sur ces connexions de deux trains hyper aimantés les uns vers les autres. Mais en tout cas, s'il y a un cadeau que moi, ma thérapie, elle m'a offerte, et puis je pense de ce que j'entends, je pense que c'est un cadeau similaire qu'elle t'a offert, c'est qu'on sort du paradigme, est-ce que c'est juste ou faux, bien ou mal? Tu sors de ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de place pour ça, parce que tout d'un coup, quand tu commences à avoir, c'est pour ça que la connaissance, elle est tellement importante, quand tu commences à avoir conscience et que tu apprends comment les choses se passent, tu peux plus après juste dire de manière binaire, c'est juste, c'est faux, c'est bien ou non. Il y a certains aspects, effectivement, où on peut dire, bon, là, on est vraiment dans un truc faux, malsain, toxique, pour refaire le lien avec notre sujet du jour, mais dans d'autres aspects de nous, de notre histoire, de notre identité, de nos différentes facettes, de nos différents rôles sociaux, le plus grand cadeau que l'on puisse se faire, c'est de s'extirper de cette dichotomie mentale de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est juste, faux, bon, mauvais, sécure, insécure, et puis juste commencer à avoir une position que moi j'appelle la position méta, mais de s'observer, d'apprendre et de se donner le temps de le faire. Parce qu'on ne sait pas
combien de temps ça va prendre. Il y a on vit que ces choses, elles soient instantanées. On vit dans le monde de l'instantané. On veut les informations rapidement, on veut les résultats rapidement, puis on traite notre cerveau, puis notre identité comme on traite un plat qu'on met au micro-ondes. Je suis à fond dans la vaisselle aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je suis à fond dans les métaphores cuisine, mais il y a un petit peu de ça. Je veux que mon aliment ou ma matière change de forme, d'état dans la minute, comme un verre d'eau pourra être transformé en vapeur en 1 minute dans le micro-ondes. Non, la tête, c'est pas comme ça, mes amis. Berne, lui, dit qu'on convoque les autres dans notre scénario. C'est-à-dire que dans le système de ton fonctionnement, finalement, imaginons tu te dis je suis nulle, je suis pas importante, j'ai pas de valeur. Il dit que tu vas chercher des gens, on est toujours dans l'inconscient, hein, tu vas chercher des gens pour continuer à confirmer ça. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des connexions en toi et donc ton cerveau, il fait en sorte que ça continue de fonctionner comme ça. Ça, il dit je convoque les autres dans mon système. Et l'autre, il va te convoquer dans son système. Donc, on pourrait parler que c'est ça l'attirance, j'attire les autres, mais c'est pas un truc magique. C'est simplement que mon comportement, mes mots que je vais choisir, le champ lexical, les mimiques que je vais avoir quand je parle, etc., ça va attirer certains types de personnes. Et pour rentrer dans les jeux psychologiques, on a besoin de 2 premières choses. Un hameçon, c'est-à-dire comme si tu pêches, plutôt, tu vas pêcher. Donc là, tu as commencé à lancer un signal à quelqu'un qui veut faire cette relation avec moi. Et puis quelqu'un qui va avoir un point faible va répondre. Et hop, ça y est, tu l'as convoqué dans ton truc. Et lui, il t'a convoqué dans le sien. Mmh. Mais il faut qu'il y ait ces deux accroches-là. Alors, on peut dire on attire, mais c'est vrai que moi, je le vois pas du tout sous un angle de vie antérieure ou d'énergie, un peu de l'univers ou des choses comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent comme ça. Bon, moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus parce que comme je travaille pas comme ça, j'en sais rien. Ouais. Mais par contre, je crois vraiment que la manière dont on se comporte inconsciemment fait que c'est un certain type de personne qui va répondre à ça. Et donc lui, voilà, il disait, on convoque les gens dans notre scénario. On se sert d'eux inconsciemment pour continuer à faire fonctionner ces parties de nous qui fonctionnent. Alors après, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur ce qui est juste et pas juste, bon ou pas bon, c'est vrai que moi, hier, dans un live, on me posait la question et je disais, je me vois comme une enquêtrice, quoi. C'est pas que c'est bien ou pas bien. D'ailleurs, je vous conseille un super bouquin à ce sujet qui s'appelle Sapiens. Alors, on est oui, je l'ai dans ma bibliothèque. Il est excellent. Vraiment, il dit, la justice, si on prend les choses sur un plan philosophique et sur un plan biologique, ça n'existe pas. La justice n'existe pas, c'est ce qu'il appelle lui un mythe social. Alors, pas un mythe dans le sens où c'est bête, où c'est con, mais un mythe dans le sens où c'est une construction pour fonctionner ensemble. Mais c'est pas quelque chose qui est objectif. Parce que la justice, d'ailleurs, on regarde dans chaque pays, c'est pas toujours pareil. Donc, c'est pour ça que moi aussi, j'aime bien travailler avec cette idée de quand un patient arrive, je me fiche de comment dire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, peu importe. C'est comme ça. On prend les infos. Je suis Sherlock Holmes, mon patient c'est Dr Watson, parce que moi je suis experte en psychologie, mais lui il est expert dans sa vie, et si j'ai pas le retour de ce qui se passe dans sa vie, moi je peux rien faire. Et donc à nous deux, on est en train de résoudre une enquête de son fonctionnement, et puis comment on va pouvoir trouver une solution. Et j'adore aussi, dans cette métaphore que tu viens juste de donner, l'aspect hyper important de partenariat. Tout à fait. Toi, tu peux pas faire ton job sans l'implication de l'autre, comme l'autre ne peut pas trouver ses réponses sans l'enquête que vous allez créer ensemble. Et c'est tellement important. Et j'adore aussi, merci en tout cas merci d'avoir mis ces points-là sur ces i-là. C'est pour ça que quand quelqu'un vous dit comment je peux faire pour faire changer cette personne qui est toxique, moi je vais dire, même moi, c'est mon métier. Je ne peux pas forcer quelqu'un qui ne veut pas changer à changer. Non. Donc, si moi, qui suis professionnelle de la question, je ne peux pas le faire, je peux vous dire qu'il y a peu de chances que vous puissiez le faire. Donc, à nouveau, je le redis, si vous êtes persuadé que vous êtes face à une personne toxique, il n'y a pas tellement d'autres options que de se faire aider à sortir de cette relation. Et là, on est face à une personnalité toxique. Alors, après,
C'est aussi le pendant du côté qu'on disait tout à l'heure, ça a été très médiatisé. Il faut savoir qu'il y a très souvent plus de... on est souvent face à une relation toxique et pas à une personnalité toxique. Ça existe bien sûr, il y en a bien sûr, mais dans la plupart des cas, ou en tout cas les personnes avec qui j'ai travaillé, qui ont commencé par dire ça, en fait, on s'est rendu compte que la relation était toxique et c'était super parce que du coup, elles se sont rendues compte qu'elles étaient partie prenante. Enfin, ces personnes, ça peut être des hommes aussi, bien sûr. Ces personnes étaient partie prenante dans la relation et donc on a pu travailler sur leur possibilité d'action et elles ont pu changer leur relation, attirer d'autres personnes dans leur fonctionnement, dans leur scénario, et c'était super. Non, c'est super. Et effectivement, je rajouterais juste une nuance par rapport à si vous êtes avec une personnalité toxique et que votre but, c'est de vous épanouir, effectivement, là, il va falloir travailler sur la séparation d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a peut-être pas assez mentionné, c'est l'aspect personnalité toxique. Et que cette personne-là, c'est une personne importante de notre vie au-delà d'un partenariat amoureux. Par exemple, un parent. Est-ce que toi, tu as eu de l'expérience là-dedans? Ah oui, avec des personnes dont les parents sont toxiques. C'est-à-dire que quand on est dans une relation adulte-adulte, les choses ne sont pas tout à fait pareilles que quand on est face à une relation d'un parent avec un enfant. Pourquoi? Parce que deux adultes, s'ils ont plus de 25 ans, leur cerveau est terminé d'être construit et donc ils ont les mêmes capacités sur le plan cognitif, j'entends. C'est-à-dire qu'en travaillant, le cerveau est capable des mêmes choses. Mais quand tu es face à un enfant, le cerveau, il n'est pas tout à fait construit. Et selon l'âge auquel tu te trouves, tu n'as pas des capacités, par exemple, de régulation émotionnelle ou d'imaginer différentes options. Le cerveau, c'est pas que l'enfant est bête, pas du tout. C'est juste que ça suit une construction pendant 25 ans. Ça se construit pendant 25 ans, un cerveau. Et donc, si tu as 3 ans ou si tu as 7 ans ou 10 ans ou même l'adolescent, il y a des capacités que tu n'as pas. Alors que l'adulte, lui, il en a. Oui. Donc, dans un cas, on est dans une relation symétrique. Ouais. Et là, moi, je vais parler de relations toxiques, ou de personnalité toxique, mais dans ce que je peux travailler, ce sont les relations toxiques. Et donc, on va faire un peu cette image arbitraire de 50-50. Dans une relation parent-enfant, on n'est jamais 50-50, puisque l'enfant, de toute façon, il a des capacités qui sont amoindries par rapport à celles du parent. Donc, c'est très compliqué, là, par contre, dans les situations, et c'est souvent plus tard, quand la personne est adulte, où on va se rendre compte que oui, il a grandi avec une personnalité toxique. Et là, c'est très, très difficile de se reconstruire parce qu'on s'est vraiment construit avec le fait que la normalité, c'est cette personnalité-là. Donc, les gens, souvent, avant de venir en thérapie, en fait, ils ont rencontré beaucoup d'autres personnes toxiques dans leur vie puisque c'était leur normalité quand ils étaient enfants. Ok, alors avec ça, Catherine, on va terminer cette première partie qui maintenant va devenir une mini-série vu déjà l'étendue de tout ce qu'on a discuté et des dernières questions qu'il me reste à te poser. On va faire ça en 2 parties. Donc, merci infiniment pour cette première partie. Merci à toi de m'avoir invitée et de ta confiance. Avec grand plaisir. Je vous mets en note de podcast toutes les différentes choses auxquelles on a parlé. Donc, les livres, comment prendre contact avec Catherine, ainsi que des accès à son atelier en ligne qui est déjà en place. Et par la suite, il y aura ce nouvel atelier justement sur les relations toxiques fin janvier. On vous fait des gros bisous, puis je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'enregistrement qu'on va enregistrer là maintenant. Enfin bref, vous connaissez le podcast, c'est un petit peu du méli-mélo, mais voilà, merci pour votre écoute, votre fidélité. N'hésitez pas aussi à partager cela, et puis à tout bientôt.